Franchement, qu'est-ce que serait un Arsenal-Chelsea sans des buts sur corner, un carton rouge et ce côté irrespirable tout au long de la rencontre? C'est un vrai derby de Londres auquel on vient d'assister et qu'on va désormais débriefer dans cette vidéo. Ce sont les Gunners qui sont sortis vainqueurs d'un véritable duel sur corner dans cette rencontre où quasiment toutes les occasions franches sont venues de coups de pied arrêtés, que ce soit du côté d'Arsenal ou du côté de Chelsea. C'est également comme ça que les deux équipes ont marqué les 3 buts de cette rencontre. Ça a été sur le papier, quand on regarde le score, un match de coups de pied arrêtés, mais il n'y a pas eu que ça, puisqu'il y a eu des choses très intéressantes dans le jeu de la part de Chelsea, des contres intéressants de la part d'Arsenal lorsque l'arbitre les laissait partir en contre et ne sifflait pas à tout va. Il y a aussi eu évidemment une fin de rencontre irrespirable où Chelsea à 10 contre 11 a failli réussir à revenir au score contre les Gunners, qui arrachent là une victoire de champion et qui prennent enfin un petit peu d'air sur Manchester City en tête de la première ligue. On va commencer par analyser la rencontre du vainqueur du jour, les Gunners de Mikel Arteta, qui avait fait des choix plutôt logiques au vu de son 11, un 11 assez classique. On sait qu'Odegaard est toujours absent, donc c'était Eberechi Eze qui allait enchaîner au milieu de terrain après son bon match contre Tottenham. Pour le reste, c'est l'armature habituelle des Gunners de Mikel Arteta cette saison, avec Pierro Hincapié qui s'est complètement imposé côté gauche de la défense, et avec sinon l'attaque habituelle Trossard, Gyökeres et évidemment Bukayo Saka à droite. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'entraîneur Mikel Arteta. Je trouve qu'il a quand même plutôt bien préparé sa rencontre avec cette idée de laisser le ballon à Chelsea. Chelsea qui était complètement inoffensif dans le jeu, surtout en première période. Mikel Arteta a donc pris ce parti de laisser complètement la possession de balle aux Blues de Chelsea, de presser quand même très haut pour forcer évidemment les relances ratées par la charnière centrale et surtout par le gardien de Chelsea, Robert Sanchez, et en profiter ensuite soit de ballons récupérés haut, soit de piquer en contre-attaque. Gyökeres a notamment eu plusieurs opportunités d'y parvenir en première période, même s'il n'a pas réussi à passer Chalobah. Évidemment, Arsenal s'est aussi reposé bien sûr sur sa grande force, ce coup de pied arrêté, qui a été la clé pour remporter cette rencontre. Il y a un petit bémol quand même à mes yeux dans la manière de gérer cette rencontre de Mikel Arteta, c'est le double changement avec les sorties de Rice et de Gyökeres qui ont clairement déséquilibré le bloc équipe, alors qu'un petit peu plus tard dans la rencontre, tu te retrouves à 11 contre 10 et Arsenal à 11 contre 10, au lieu de garder le ballon et de rester haut sur le terrain, et ben ils se sont mis complètement à reculer et à laisser Chelsea venir et avoir des opportunités d'égaliser. Et je trouve que c'est dommage et c'est un peu à mettre clairement au crédit des changements de Mikel Arteta. L'autre point qui montre que ça n'a pas été chose facile de battre Chelsea sur ce match, c'est mon homme du match, David Raya. Et oui, c'est le gardien d'Arsenal, l'homme de cette rencontre. Clairement, 4 parades magnifiques sur ce match-là. Il a clairement tenu Arsenal à bout de bras. Il ne peut rien sur le corner de Rhys James dévié par la tête d'Hincapié. Le but encaissé, il y est pour rien, Raya. Et il a clairement, sinon, sauvé son équipe avec notamment une énorme parade en fin de rencontre et de nombreux arrêts sur les occasions que Chelsea s'est procurées sur corner. Je vais évidemment plébisciter la ligne défensive des Gunners, à commencer par Saliba qui a fait un excellent travail sur João Pedro. Il a été tellement bon que João Pedro parfois s'excentrait carrément, aller sur l'aile pour toucher la balle, pour recevoir aussi des longs ballons de la part de Robert Sanchez ou de la défense de Chelsea, parce qu'il avait clairement compris qu'il n'arriverait pas à remporter son duel avec Saliba. Et c'est d'ailleurs les quelques fois où il s'est retrouvé plutôt du côté de Gabriel qu'il a réussi à se montrer dangereux. Je trouve que le Brésilien a été un petit cran en dessous de Saliba, qui en plus, évidemment, a été le premier buteur dans cette rencontre, son premier but de la saison et un match très bon de la part du défenseur français. Son compère de la défense centrale, le Brésilien Gabriel, a lui aussi brillé quand même sur cette rencontre, avec également un bon travail sur João Pedro, de bonnes interventions un petit peu plus hautes sur le terrain, de bonnes interventions aussi sur certains centres, sur certains coups de pied arrêtés. Je l'ai quand même juste trouvé un tout petit peu plus fébrile sur deux trois phases que Saliba, qui a vraiment été impérial. Les latéraux d'Arsenal ne sont pas en reste, avec évidemment Jurien Timber, le second buteur de cette rencontre, également sur corner. Il a fait un très bon match, il aurait pu être buteur plus tôt dans la rencontre s'il avait réussi à convertir une belle occasion qui avait été créée par une combinaison entre Eze et Saka dans la surface. Et je trouve que Timber fait encore un très bon match où il apporte offensivement et où il est très solide défensivement, puisqu'on n'a pas du tout vu son vis-à-vis Cole Palmer de la rencontre. Donc gros match de Jurien Timber qui a marqué le 16e but d'Arsenal sur corner cette saison en première ligue. C'est absolument énorme. De l'autre côté, Pierro Hincapié aussi, je trouve, a fait son match. Alors il est malheureux, bien sûr, sur corner, il marque contre son camp, mais à part ça, il a fait une bonne rencontre. Il s'est montré positivement offensivement, notamment en première période. Je trouvais que sa deuxième mi-temps était un petit
peu un cran en dessous de la part de l'Équatorien, mais au global, ça reste un match réussi de la part du joueur qui s'est clairement installé comme étant l'arrière gauche titulaire pour Mikel Arteta d'ici la fin de saison, devant Calafiori et devant le jeune Miles Lewis Kelly. En attaque, je vais dire du bien de Victor Gyökeres, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne YouTube. J'ai envie de féliciter le Suédois pour son match dans l'impact physique et l'impact sans ballon au pressing qu'il a eu sur cette rencontre où il a réussi à harceler la défense centrale et le gardien de Chelsea, forcer beaucoup de relances longues aussi ou de relances approximatives. En début de match, il a même récupéré un ballon à moitié dans les pieds de Robert Sanchez et ça aurait presque pu donner un but. Et ensuite, sinon, il a été quand même très bon aussi pour recevoir le ballon sur des dégagements ou des ballons longs d'Arsenal et en faire quelque chose. Alors, il n'a pas réussi à passer Chalobah, ça c'est vrai, mais il a quand même réussi à attendre parfois pour faire remonter son équipe et sinon il a tenté. Alors, c'est clairement pas un match parfait dans l'utilisation du ballon pour Gyökeres qui n'a pas non plus réussi à se procurer de réelles occasions franches sur cette rencontre, mais c'est quand même un match, je trouve, plutôt satisfaisant. En tout cas, c'est ce que je pense en tant que fan d'Arsenal et en tant que pas trop fan de Gyökeres. Je pense que Bukayo Saka a fait le match le plus Sakaesque qu'on puisse attendre de lui. C'est littéralement la copie qu'on a l'habitude de voir avec Bukayo Saka. Des coups de pied arrêtés très bien tirés, le danger apporté sur beaucoup de ballons portés, de départ en dribble. Il a quand même réussi à passer quelques fois Jorel Lato, quelques fois il s'est montré dangereux sur le but de Robert Sanchez ou pour essayer de trouver ses partenaires dans la surface. Il termine quand même avec 4 passes avant une frappe sur cette rencontre qui est le record du match si on enlève les tireurs de coups de pied arrêtés. C'est un match clairement réussi pour Bukayo Saka, qui n'est pas passeur décisif, puisque son corner a été dévié par Gabriel et ensuite repris par Saliba. Mais en tout cas, c'est un match réussi de la part de l'ailier anglais qui continue de briller dans les grandes rencontres. Je sais qu'il y a beaucoup de Saka bashing, notamment sur Twitter. J'en ai vu beaucoup. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à voir tout le positif qu'apporte ce joueur sur une rencontre. Et pourtant, il a quand même été bien tenu sur certaines actions par Jorel Lato aujourd'hui, mais quand il réussit à passer, bah, c'est le danger immédiat qu'apporte Bukayo Saka. Sur le côté gauche de l'attaque d'Arsenal, on a eu le droit à l'alternance habituelle entre Trossard et Martinelli. 55 minutes pour le Belge titulaire, plutôt bon, notamment dans le cœur du jeu. Il y a des moments où il est même venu jouer en tant que numéro 10, puisque Eberechieze ne servait à rien sur ce match. On y reviendra juste après. Et ensuite, entrée de Martinelli, pareil, Martinelli très percutant, des jambes fraîches avec un joueur aussi rapide, c'est toujours intéressant. Et on l'a notamment vu, évidemment, sur cette longue course le long de la ligne qui a permis d'exclure Pedro Neto sur cette rencontre. Et quand on voit comment Chelsea a réussi à pousser à 10, c'est clairement une bénédiction pour Arsenal, pour le club et pour ses fans que Martinelli ait réussi à faire exclure Pedro Neto sur cette action. Donc entrée remarquable également du Brésilien. Et bon match de Trossard, j'ai envie de le mentionner. J'étais content et j'étais presque même surpris qu'Arteta le sorte après 55 minutes. Enfin, avec le milieu de terrain des Gunners, il y a un petit peu une opposition qui se crée entre un véritable taulier, un véritable patron, Declan Rice, et deux joueurs avec Zubimendi et Eze qui ont été clairement dans l'ombre. On va commencer avec Declan Rice, qui est à mes yeux l'un des meilleurs milieux du monde, si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement, puisque ça fait quelques temps que Pedri est blessé, notamment du côté de Barcelone. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit après Declan Rice. C'est pas le même registre, on est bien d'accord, mais Rice, il fait tout sur un terrain de football. Il défend parfois même en tant que dernier défenseur, que défenseur décisif. Il fait l'intervention décisive dans sa propre surface et parfois c'est lui qui fait la passe décisive ensuite dans la surface adverse ou aux abords de la surface adverse. Il est passeur décisif aujourd'hui aussi sur coup de pied arrêté. Il a un petit peu toutes les cordes à son arc finalement. Il tire les coups de pied arrêtés, il crée des occasions. Lui-même, il est parfois en position de frappe. Il met la pression sur le but avec sa bonne frappe, même si aujourd'hui elle est partie loin de la lucarne de Robert Sanchez, la seule frappe qu'il a tentée. Et puis défensivement, il est absolument partout à la récupération. C'est exceptionnel ce que propose Declan Rice dans un match de foot. On a cette impression qu'il joue presque pour deux au milieu de terrain. Et c'était plutôt une bonne chose aujourd'hui quand on voit les matchs de Zubimendi et d'Eberechieze. Le Basque Zubimendi a failli être gravement fautif à nouveau du côté d'Arsenal. Il a failli offrir un but à João Pedro en première période. Pour le reste de son match, c'est un match assez discret, mais quand même plutôt bon de la part de Zubimendi. Et Berechieze, lui, c'est même pas un match discret, c'est un match fantomatique de sa part. J'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce joueur depuis qu'il a signé à Arsenal. On ne voit pas du tout le même talent qu'on a vu du côté de Crystal Palace. Si on oublie les deux matchs contre Tottenham où il a marqué 5 buts, et Berechieze, il est absolument nulle part aujourd'hui. Il rate un nombre incalculable de contrôles. Ses contrôles sont trop longs, sont pas dans le tempo. Et sinon, si c'est pas ça, c'est ses déplacements, pareil, qui ne sont pas bien sentis. Il ne va pas là où demande
demande le jeu ou alors il ne fait pas le bon choix lorsqu'il a le ballon et c'est un match, complètement raté de sa part. Il avait une occasion de se rattraper de sa rencontre avec un face à face contre Robert Sanchez, mais là, c'est pareil. Alors je vais pas dire qu'il a raté son face à face, il a quand même mis une finition intéressante, mais Robert Sanchez l'a sorti sans trop de difficultés et Berici Eze, c'est encore un match à oublier. Du côté des Blues, Lamuro Senior a surpris, je trouve, en mettant Cole Palmer en tant qu'ailier gauche sur cette rencontre. Pedro Neto à droite, João Pedro en pointe, Enzo Fernandez dans le cœur du jeu avec André Santos qui a été titularisé aux côtés de Caicedo un petit peu plus bas sur le terrain. Une défense intéressante aussi avec Trevor Chalobah qui s'installe clairement comme un taulier de la défense de Chelsea. La préparation de la rencontre de la part de Liam Rosenior a été plutôt bonne également. Chelsea avait le ballon, avait la possession, avait cette volonté de relancer depuis son gardien, depuis très bas sur le terrain. Alors ça, il y avait une vraie prise de risque. Heureusement pour Chelsea, ça n'a pas suffi, ces prises de risque de Robert Sanchez et de la défense centrale pour qu'Arsenal récupère un ballon et marque, mais ils sont passés pas très loin. Pour le coup, il y a eu quelques sueurs froides, je pense, données par notamment Robert Sanchez à Liam Rosenior sur cette rencontre. Ensuite, Robert Sanchez, il s'est adapté, je pense, sous conseil, sous ordre, même peut-être tactique de Liam Rosenior. Il a arrêté de jouer à la baballe en seconde période. Ça a été un bon ajustement de la part de Liam Rosenior, qui, je trouve, a fait une bonne rencontre tactiquement dans ses choix d'entraîneur. Le seul choix que je ne comprends absolument pas, c'est celui de laisser l'horrible Cole Palmer aujourd'hui sur la rencontre pendant 86 minutes pour deux raisons. Déjà parce que Cole Palmer a été absolument inexistant et n'a rien fait de bien sur ce match-là. Il a ralenti l'attaque de Chelsea sur les quelques phases de contre-attaque, les rares fois où Chelsea réussissait sa relance courte et où le ballon avançait vite, passait plusieurs lignes et où Cole Palmer avait l'occasion justement de briller, et ben il a fait tout l'inverse, il a ralenti le jeu de Chelsea et ensuite il a perdu le ballon. J'ai notamment en tête une action en première période où il a le ballon sur l'aile gauche, il attend, il attend, il attend et au final il fait une passe dans le dos de João Pedro, une passe complètement hors tempo à l'image de son match complètement raté. Je comprends mieux pourquoi Cole Palmer ne veut jamais jouer contre Arsenal et est toujours blessé pour les derbys de Londres. Et ben c'est parce que quand il joue, et ben on le voit pas sur la pelouse. Et je comprends pas pourquoi Liam Rosenior ne l'a pas sorti avant la 86e minute, alors qu'en plus Cole Palmer semblait souffrir d'un problème physique à partir de la demi-heure de jeu. Je viens de parler de Cole Palmer qui pour moi est un des trois responsables de la défaite de Chelsea aujourd'hui. Je vais m'attaquer au second, Pedro Neto. Clairement une rencontre stupide de sa part. C'est rare d'utiliser ce mot-là pour décrire un match d'un footballeur professionnel, mais là je trouve que c'est le mot le plus adéquat pour parler de cette rencontre de Pedro Neto qui prend deux cartons jaunes en 3 minutes, qui prend le deuxième parce qu'il n'était pas au courant qu'il avait été averti avec le premier 3 minutes plus tôt. C'est fou de se dire ça, qu'à ce niveau-là, un joueur soit assez stupide, parce que c'est clairement le cas, c'est le mot à utiliser dans cette situation, pour ne pas se rendre compte qu'il a pris un premier carton jaune, que personne lui dise, qu'il ne se rende pas compte, et qu'ensuite il fasse du coup cette faute qui est là également extrêmement stupide sur Gabriel Martinelli, au lieu de continuer à essayer de le retenir à la course, parce que bon, Martinelli va très vite, mais Pedro Neto va également très vite, et donc voilà, c'est le neuvième carton jaune cette saison pour un joueur de Chelsea, 9 joueurs différents comme l'ont dit les commentateurs de Canal+ lors de ce match-là. C'est beaucoup trop, c'est un record en Europe actuellement à égalité avec Monaco. Et si on rajoute le carton rouge qu'avait pris Enzo Maresca plus tôt dans la saison, lorsqu'il était encore entraîneur de Chelsea, et ben ça fait 10 cartons rouges reçus par Chelsea, qui est là un record absolu en Europe cette saison, tout simplement. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mon troisième responsable de cette défaite des Blues, c'est clairement Robert Sanchez, qui a insufflé la peur, je trouve, dans la structure défensive de son équipe, à commencer par ses relances en début de match, des relances à risque, à gros risque, même parfois avec trop de risques, hein. Il y a cette fameuse action où Gyökeres lui a à moitié piqué la balle dans les pieds, qui aurait pu clairement résulter en un but. Il y a aussi cette action où il ne dégage absolument aucune confiance sur cette tentative de lob d'Eberechi Eze, où il essaye je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais la balle sort en corner. Alors l'arbitre ne l'a pas vu, ce n'est pas sifflé, mais c'est dommage parce que Robert Sanchez fait encore n'importe quoi sur cette action-là. Il y a aussi une sortie à la Superman avec les 2 points en avant plongeante, où là, elle est réussie sa sortie, mais pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas juste à capter le ballon plutôt que bah, du coup d'apporter le danger? Parce que bah, si tu as sorti avec les 2 points comme ça et que tu vas au sol et que tu es à l'entrée de ta surface, si la balle revient sur un joueur d'Arsenal, il y a clairement une possibilité de lob et il a failli se faire lober sur cette action-là, même si le geste du joueur des Gunners n'a pas été bon. Et puis, il y a évidemment ce second but encaissé où Robert Sanchez fait à nouveau n'importe quoi sur l'action, hein. Et en plus, après, il se plaint d'une faute. Il n'y a aucune faute. Il est coincé derrière un mur de joueurs, bien sûr. Mais au lieu de rester au milieu de sa cage et d'être sur ses appuis et d'être prêt à réagir s'il y a une tête des Gunners ou une déviation dans le sens de son but, il est caché derrière ses propres joueurs, là où il ne peut rien faire. Et c'est clairement à mettre à son discrédit, ce second but encaissé par Chelsea, et je trouve que cette défaite est à mettre aussi sur son dos, tout comme sur le dos de Cole Palmer et de Pedro Neto.
Il y a 2 autres joueurs que j'attendais beaucoup sur ce match. D'abord Enzo Fernandez, il a été bon par moments, clairement, dans ce rôle de métronome du jeu de Chelsea. Ça a été le moins mauvais, en tout cas, des 4 joueurs offensifs sur le papier de Chelsea, ça c'est sûr. Mais je suis quand même un petit peu déçu qu'il n'a pas réussi à apporter, ce petit truc en plus, même s'il a eu une grosse occasion qui a été sortie par Raya en début de seconde période. L'autre joueur qui m'a déçu au milieu de terrain du côté de Chelsea, c'est Moises Caicedo. Je le considérais comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue sur sa première moitié saison. Je trouve qu'il a un vrai coup de mou dernièrement et c'est ce qu'on a vu sur ce match-là avec moins d'impact, beaucoup de fautes aussi sur cette rencontre-là. Quand on voit ce que fait Declan Rice en face, je trouve quand même qu'il perd clairement son duel, l'Équatorien. Et c'est dommage évidemment pour Chelsea qui avait la place de réussir à aller chercher un résultat sur la pelouse de l'Emirates Stadium aujourd'hui. Il y a quand même un petit peu de positif à retenir du côté de Chelsea aujourd'hui, malgré la défaite, bien sûr, malgré ce scénario cruel, je pense, évidemment, pour les fans des Blues, de cette défaite sur coup de pied arrêté dans un derby. Ça fait mal, bien sûr. Le carton rouge de Pedro Neto laisse aussi un goût amer en travers de la bouche, à l'image du carton rouge à l'aller de Moises Caicedo. Mais du coup, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un petit peu de positif à retenir sur ce match-là. Déjà, le match de Jorelato sur Bukayo Saka. Alors, ce n'est pas parfait, mais on se rend compte qu'il va y avoir un vrai duel entre Jorelato et Bukayo Saka sur les derbies les années suivantes. Parce que Jorelato a ce qu'il faut, quand même, je trouve, pour contenir Saka, même s'il n'y est pas parvenu sur toutes les actions. Il y est parvenu la majeure partie du temps et c'est fort de sa part. Aussi, j'ai envie de mentionner positivement Trevor Chalobah qui a fait un très bon travail sur Victor Gyökeres, même si il est à la limite du penalty sur cette intervention, en fin de seconde période. Je trouve qu'il a été quand même plutôt bon, plutôt positif, Trevor Chalobah sur ce match-là. Et puis enfin, j'ai envie de féliciter, l'homme qui était mon homme du match jusqu'à que Chelsea encaisse le second but. C'est Reece James qui a été absolument exceptionnel. Il est arrière droit sur cette rencontre et même au-delà des coups de pied arrêtés, c'est lui la première menace offensive de Chelsea. Beaucoup de passes vers l'avant. C'est lui également le meilleur relanceur de Chelsea sur cette rencontre. C'est fou de se dire que ce joueur est le meilleur relanceur, le meilleur pourvoyeur d'occasion et le presque buteur, le joueur le plus décisif du côté de Chelsea sur ce match-là avec ses corners. C'est incroyable la prestation de Rhys James qui a été également très bon défensivement sur cette rencontre et qui aurait mérité le trophée d'homme du match s'il y avait eu match nul ou victoire de Chelsea. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Défaite des Blues, défaite à nouveau du Chelsea de Liam Rosenior contre Arsenal. C'est la troisième de rang. Ça fait 5 ans que Chelsea n'a pas gagné à l'Emirates Stadium également. Et Chelsea pointe désormais à la sixième place en Première Ligue, hors des places qualificatives en Ligue des Champions, avec ce troisième match sans victoire en PL. Ça fait mal pour Chelsea. C'est déjà un début de mini-crise pour Liam Rosenior qui a trouvé quelques petits trucs intéressants, mais qui, je trouve, quand même, a du mal à mener sa barque vers la qualification qui est visée en Ligue des Champions par Chelsea. On finit cette vidéo avec l'habituel petit point sur le calendrier des équipes. Chelsea va se déplacer à Villa Park cette semaine contre Aston Villa, parce que oui, il y a une journée de PL en semaine et ce sera de la FA Cup le week-end prochain. Match difficile pour les Blues à Villa Park contre un concurrent direct à l'Europe. Ce sera très important pour Chelsea d'obtenir un résultat sans Pedro Neto sur la pelouse des Villains. Pour Arsenal, ce sera un match également difficile sur les papiers avec un déplacement à l'Amex Stadium de Brighton. Un match très difficile aussi, je trouve, pour les Gunners. C'est un déplacement très important dans cette course au titre qui est lancée où Arsenal a toujours ses petits points d'avance sur Manchester City avec un match d'avance. Mais tout va se jouer, bien sûr, lors du match entre Manchester City et Arsenal. Et tout se joue aussi sur ce genre de déplacement difficile en PL à Brighton, par exemple, pour les Gunners cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Qu'est-ce que vous avez pensé des décisions arbitrales assez litigieuses, assez bizarres de la part de l'arbitre, notamment le fait qu'il ne laissait jamais l'avantage dans cette rencontre, le double carton jaune sur Pedro Neto, qui est logique au vu de ce qu'on a vu. Il y a aussi deux, trois situations qui auraient pu mener potentiellement à des pénaltys. Il y a aussi beaucoup de ceinturage sur les différents corners. Alors ça se passe comme ça, la première ligue, c'est des duels physiques au sommet, tous les coups de pied arrêtés désormais. Mais bon, c'est pas nécessairement beau, je trouve. C'est pas nécessairement du beau football, ce qu'on voit sur les coups de pied arrêtés en première ligue cette saison. Et pourtant, je suis fan d'Arsenal, et je me retrouve à dire ça et à critiquer un petit peu ce que font même les Gunners, à la limite du règlement sur les coups de pied arrêtés, même si toutes les équipes s'y sont adaptées. Et Chelsea fait pareil, et aussi à la limite du règlement, comme tous les autres équipes de première ligue sur coups de pied arrêtés. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Dites-moi ce que vous pensez, peut-être même de ma petite opinion là que je viens de donner sur les coups de pied arrêtés et cette lutte âpre qu'il y a au ballon. Dites-moi qui est votre homme du match également. Le mien, c'est clairement David Raya. Ça peut être d'autres joueurs. Je pense que Declan Rice, Saliba peuvent l'être. Rhys James aussi n'était pas loin de le devenir si Chelsea n'avait pas perdu cette rencontre. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à laisser un like, pensez à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt, dès demain, pour un nouveau débrief sur les analyses du Guy, puisque demain, je vais débriefer le match du Real Madrid contre l'horrible Retafe de Bordalas.
Salut à tous et à demain.